Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette dernière séance du cours de processus de conception. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci aux invités d'être présents. Merci à Manuel Doutrio et aussi à Jean-Pierre Mendes pour avoir assuré le filmage et le montage des différentes séances. Et bien sûr, merci aux étudiants qui ont assuré cette dernière séance. Alors, avant de commencer, peut-être un petit retour, un petit point pour notamment Hugues Fontenay qui nous rejoint aujourd'hui. Nous avons eu donc durant tout ce semestre des séances de processus de conception qui sont déroulées le mercredi matin. Et une séance sur deux, nous avons eu l'opportunité d'avoir des invités qui sont venus un peu nous parler de leur travail, de leur réalisation, de ce qu'ils ont fait, de leur manière de voir les choses. Et donc pour chaque intervenant, il y a eu des groupes d'étudiants qui se sont un peu penchés sur leur travail et qui ont un peu, on va dire, travaillé dessus. Et aujourd'hui, ils vont un peu vous présenter donc une restitution en sorte de ce qu'eux, ils ont produit. Mais avant de commencer à passer directement par ces restitutions, nous allons commencer par un peu l'introduction, car il y a un groupe qui n'avait pas d'intervenant, qui s'est donc plutôt penché sur l'introduction et aussi avoir un peu un regard un peu plus général sur toutes les séances qui se sont produites et un peu tout le contenu qui a pu être rassemblé pour maintenant. Donc je vais passer la parole à Louise. Donc pour notre part, tous les quatre, Philippine, Arnaud, Christiane et moi, nous avons travaillé sur la première séance qui est la séance d'introduction. Durant cette séance, Emmanuel Doutrio nous a présenté le cours, les différentes thématiques qui allaient être abordées, mais aussi le protocole, ce protocole de film, de conférences collectives, de rediffusion. Ça a été le moment d'échanger entre nous, de mieux comprendre quels étaient les enjeux du cours et son déroulé dans le temps. Et à l'issue de cette première séance, nous avons fait un nuage de mots, qui sont les mots que vous pouvez voir en noir et les mots en rouge. Les mots en noir étaient des mots de restitution, c'est-à-dire des mots qui ont été prononcés, qui ont été support de ce cours. Et ensuite en rouge, les mots digression, qui ont été amenés ceux-là par le groupe d'étudiants. Donc pour cette première séance, nous avions fait a posteriori travailler l'ensemble du groupe, c'est-à-dire que nous avions proposé le nuage de mots noirs et avec l'ensemble du groupe, nous avons déterminé les mots en rouge, les liens que nous pouvions faire entre ces mots-là. Et ensuite, tous les quatre, à l'issue de chacun des cours, nous avons ajouté, greffé, accumuler les mots principaux et les thématiques abordées par chacun des enseignants qui ont intervenu dans ce cours. Ce qui a donné ce nuage de mots. Donc André Avril, les mots en vert, Elisabeth Mortamet en bleu, Dominique Cornart, les mots en rose, et Vincent Laureau et Catherine Ranou, les mots en gris. Et l'objectif finalement était de montrer que tout était en lien, que tout pouvait être lié, que ce soit les interventions à cette séance introductive, mais aussi les interventions entre elles, et que chacun des enseignants dans ce domaine d'études expérimentales avait des problématiques communes. Donc les liens que vous voyez en noir, ce sont nos liens personnels et peut-être biaisés par notre point de vue. Il faut garder en tête, et c'était l'objectif également, de se dire que chacun d'entre nous aurait peut-être fait des liens de façon différente selon notre sensibilité et selon l'interprétation qu'on a pu faire de ces séances. Donc c'est absolument pas forcément objectif ni complet. Donc voilà pour notre travail introductif qui va nous amener désormais au premier groupe, qui est le groupe qui a travaillé sur l'intervention d'André Avril. Alors on va passer de ce côté-là pour les projections. Je tiens à préciser qu'il y aura quand même une partie un peu d'échange à la fin de toutes les présentations. Ne vous inquiétez pas, je le précise. La prof. Le temps comme questionnement. Le temps comme outil de production. Le temps comme protocole. Le temps comme attente.
Le temps comme écoulement. Le temps comme avancée. Le temps comme point de friction. Le temps est synonyme de point de départ, d'avancée et de point d'arrivée. André Avril le questionne. Il cherche à entrer en contact avec lui, à le solliciter, le faire douter, l'éprouver, jusqu'à tendre vers une limite. Ce serait la captation du moment qui oscille entre le contrôle de temps et sa dépossession. Le moment où le temps est sous son emprise, puis le moment où celui-ci lui file entre les doigts. Il le fait d'une manière sensée, équilibrée, ce qui permet de toujours ressentir cette friction. Émane ainsi la contradiction entre immobilité et mouvement, qui s'apparente à questionner la fuite du temps. Celui-ci coule et nous n'avons aucun contrôle dessus. André essaie de capter les moments où le temps régit sur ses installations, tout en essayant de le repousser le plus longtemps possible, comme une suspension du temps dans ses projets. De cette idée de l'immobilité dans le mouvement, et ce rapport très fort à l'eau, nous avons décidé de créer un objet. Une expérimentation traduisant les préoccupations et conditions dans lesquelles André Avril travaille. Par le prisme de la vision, on voit le temps qui passe. Cela génère une relation au temps par le biais de matières et matériaux qui évoluent et ne sont jamais figés. Comme dirait André Avril, le corps peut percevoir une autre relation au temps, où passé et présent, lumière et espace, mouvement et immobilité deviennent une seule et même expérience. Donc nous avons fait, et comme c'était dit dans les enregistrements, on a fait un travail on a fait sur la séance on a travaillé avec la séance d'André Avril, donc on a décidé de faire cet objet, et si vous voulez s'approcher, l'idée de regarder, et on a travaillé 12 éléments qui nous sont intéressés dans le travail d'André Avril, que c'est la lumière et l'eau. Donc si vous voulez s'approcher. Si André se regarde lui-même, ça va vraiment, et ça, il est en train de se regarder le nombril. Attends, ne bouge pas, surtout ne bouge pas, André, s'il te plaît. Moi, je suis porte-micro, je n'ai pas le droit de parler, mais j'ai un micro-cravate qui permet de... Il y a un lac. Tu as vu le lac? Tu vas aller voir le lac. Donc voilà pour cette première restitution. Nous allons passer à la deuxième restitution. Et je vais tout de suite passer la parole. Nous, c'était le groupe de Elisabeth Mortamé. On a décidé donc à partir de nos 2 entretiens, c'est-à-dire le premier entretien que nous avions fait
à partir de l'interview principale avec Madame Mortamé, plus la restitution en cours. Non, en fait, c'était pas c'est pas fait exprès. À partir de ça, en fait, on a décidé justement de récupérer les bandes-son qui parlaient de paysages, de ce que nous a dit Madame Mortamé à propos du paysage. Et on a décidé de faire une expérimentation sur le jardin du château de Versailles et de faire plusieurs essais, plein de petits collages en fait à ce niveau sur ce château de Versailles et de voir vraiment ce que ça pourrait donner si on donnait les livres cours à notre création et qu'on modifiait vraiment ce château de Versailles. Ouais, ça a un peu changé quand même. Ces personnes qui étaient avant, c'était carrément pas possible. Oui, non, là ça va, enfin, on l'a utilisé plusieurs fois. Là. Ouais. C'est très bien ça. Du coup, je sais pas comment ça marche. T'as des questions ou pas? Normalement, oui. Normalement. J'ai commencé par l'école du paysage. Tout ce qui est le jardinage, tout ce qui est le jardin, il y a beaucoup de techniques. Il y a de la connaissance technique, il y a des outils. On se rend compte qu'on peut difficilement séparer ce qui est de l'ordre d'un résultat qu'on voit, qu'on apprécie, et toute la connaissance technique et tout le savoir-faire technique qu'il y a derrière. C'est à la fois cette conscience que dans nos actes de conception, on est toujours confronté à cette question de la technique, qui n'est jamais neutre et qui permet aussi de faire évoluer notre pensée de conception. Et inversement, la pensée de conception fait évoluer la pensée technique. Je reviens à mon point de départ qui était le paysage. En fait, on ne peut pas séparer ce qui est en train de se produire dans notre compréhension des milieux naturels, du vivant, et ces développements de la technologie. Parce qu'il y a quelque chose qui est commun aux deux, qui est la question de la complexité et la question de l'information. Que le vivant, nous fonctionnons, nous en tant que corps humain, nous fonctionnons sur l'information qui circule en permanence dans notre corps. Il y a deux choses, il y a toujours ce qu'on perçoit du monde et puis la façon dont on l'utilise dans notre travail de conception. Le paysage qui était vu par un agriculteur au Moyen-Âge, le paysage tel qu'il a été vu par le nôtre, le paysage tel qu'il a été vu par un promeneur du temps de la grande période industrielle du milieu du 19e, ce paysage-là, il n'est pas le même que le nôtre. Ouais. Alors il n'est pas le même physiquement, donc il n'y a pas d'autoroute, les parties de forêt ont régressé, les champs sont devenus des champs industriels, enfin bon, on peut imaginer tout ça. Mais notre perception, notre propre perception de ce qu'on voit, on pourrait regarder le même paysage qui n'aurait pas bougé, on ne le regarderait pas de la même façon. Ouais. Parce qu'on n'a pas la même culture. Le numérique nous produit aussi ses propres éléments de perception. Et la connaissance du vivant, aujourd'hui, n'est pas la même que la connaissance du vivant au XVIIe siècle. Notre regard est différent et de ce fait, nous, en tant que concepteurs, les perceptions qu'on a ou les idées qu'on a qui viennent de ces perceptions, qu'on peut susciter, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, tiens, ce jardin-là, je vais le regarder au travers des données, par exemple, de pédologie, c'est-à-dire la qualité des sols, au regard de l'ensoleillement. Et puis les végétaux qui poussent dessus, je vais les regarder en fonction de leur croissance, en fonction de ce sol et de l'ensoleillement, etc., etc. Donc, je peux entièrement regarder ça avec mes yeux de la génération du numérique. À partir du moment où vous regardez les choses d'une certaine façon, votre façon de les traduire, de les écrire, de les concevoir, vous y introduisez cette connaissance, cette sensibilité que vous avez.
On y va. Clic. D'accord. Strasbourg. Les deux. Les deux. Les, les deux. Les deux, j'espère. On rappelle de scène. Les deux. Cinéma. Logement social. Horizontal. Écologie. Les deux. Maths. Plage. T-shirt. Film. Bonne nouvelle. Aucun des deux. Aucun des deux. Guitare. Saucisse. Ok, bon, bah, c'est terminé pour les mutualités. C'est bien, c'est drôle. C'est indispensable. Tu n'auras plus beaucoup de logements de luxe encore. Non, mais ça va pas trop changer en vrai. On vous l'a pas présenté avant de cette séance finalement. Bah oui, donc, bien fait. on espère que ça vous plaît. À qui après Mais c'est une fausse interview ou une vraie? C'est une vraie interview. J'étais témoin de l'interview et je peux garantir c'est vraiment ça. Il a vraiment dit ça. Ça n'a pas été trafiqué. Non, non. Donc on va maintenant passer au dernier groupe. Par l'autorité. Oui, c'est nous faire une interview à l'issue de absolument. Tout à fait, je suis au courant. J'aime bien ça. Donc, nous, on a voulu, on devait présenter le travail de Catherine Ranoux et Vincent Laureau. On a monté une vidéo qui présente un peu leur philosophie de travail, leur rapport à l'enseignement, et en montrant un peu des séquences qui exprimaient un peu cette philosophie. Et on a aussi produit une installation qu'on mettra en place vers la fin et qu'on expliquera. J'ai cherché, je cherche un peu moins aujourd'hui, mon activité de recherche est un peu moins étendue. Mais c'est parce que la pratique me prend beaucoup de temps. Donc si on devait faire des ratios, je suis à 60% enseignant, 30% praticien et 10% chercheur. En fait, ça dépend des périodes de la vie aussi. Il y a eu des périodes où j'étais 100% praticien, il y a eu des périodes où j'étais 100% enseignant,
Il y a eu des périodes où j'étais 100% chercheur. Et toutes ces expériences s'enrichissent les unes les autres. C'est plein d'allers-retours dans tous les sens. Je ne me sens pas l'architecte artiste, c'est-à-dire qu'il va être artiste dans sa production d'architecte. En tant qu'architecte, je suis d'abord sur les usages. Voilà, comment on va utiliser un espace, comment on va y vivre, c'est d'abord l'usage avant la forme, voire même la démarche qu'un artiste peut avoir. Là, il y a une écriture, il y a un texte qui est écrit, qui va expliquer la démarche, il y a une écriture aussi quand on dépose des permis de construire, par exemple. On va expliquer en quoi un projet qui est peut-être un peu décalé va s'intégrer avec une sorte d'église classée à côté. Bon, à un moment, il faut quand même écrire une histoire, parce que le projet n'existe pas encore. Donc là, il y a une forme d'écriture. Et puis il y a aussi une écriture dans le dessin. Donc qu'est-ce qu'on raconte par notre dessin? Qu'est-ce qu'on raconte par les espaces qu'on met en place, par ces prises de danger? Et en tant qu'architecte, oui, alors c'est raconter une histoire, mais il faut qu'on fasse attention, c'est pas le storytelling, ce truc un peu, voilà, c'est vraiment un univers, voilà, pour m'aider aussi à justifier des choix. Et vous savez, en tant qu'architecte, il faut choisir des choses à un moment, il faut faire des choix avec toute la complexité qui arrive dans le projet. Je pense qu'avant de commencer un projet, on a besoin de se faire un peu un champ lexical, de déplier du vocabulaire qui va nous servir ensuite pour faire le projet. Je pense que c'est pas le même vocabulaire quand on fait un projet de médiathèque et un projet de logement. Et donc, en fonction du programme, en fonction du lieu dans lequel on fait un projet, on doit un peu étoffer un vocabulaire qui ensuite va nous servir en termes de concept, en termes d'intention, etc. L'expérimentation, ça suggère une question d'invention. Ça légitime l'invention et ça la conditionne aussi. L'expérimentation, elle trouve sa raison d'être dans la condition du réel. C'est-à-dire que notre réalité contemporaine amène un certain nombre de questions. Et je pense que ces questions-là, il faut s'en emparer comme un moteur de projet. On ne peut pas dire juste j'expérimente. C'est-à-dire que oui, en amont, il faut que je mette en place un système qui permet d'expérimenter. Et donc qui permet de contourner certaines réglementations. Je ne pense pas qu'on soit propriétaire de ce qu'on fabrique. Je pense qu'aujourd'hui, l'architecture, elle doit être faite pour changer. Je pense que dès maintenant, on doit la concevoir comme démontable, comme réversible, comme compostable même à la limite, ou réemployable. Je pense qu'à un moment, il faut être capable de lâcher prise et de lâcher. Donc nous, on l'a fait pour l'extension du Jardin des Vents, où on nous a proposé, enfin la transformation du Jardin des Vents, où on nous a proposé en fait de participer au concours. Et là, avec Isabelle, on s'est dit, bon, on l'a quand même conçu en 89, voilà, il faut peut-être qu'on lâche. Donc oui, je pense qu'à un moment, c'est important que l'architecte lâche son projet et le laisse vivre, le laisse se développer, se transformer. À partir du moment où en face de nous, il y a aussi des gens qui ont un respect de l'œuvre, du travail, qui comprennent ce qui a été fait et qui ont une certaine éthique quand même aussi. Donc moi, l'enseignement, c'est quelque chose qui est... En fait, j'ai 3 métiers, artiste, architecte et enseignant. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un trépied, je le dis tout le temps, c'est vraiment un trépied. Et moi, c'est ma stabilité, quoi. C'est-à-dire que l'enseignement, moi, il me nourrit. Et je ne considère pas que je ne suis là que pour transmettre. C'est vraiment un échange. Je ne me sens pas, même en cours magistraux, quand j'ai pu en faire, c'était vraiment des films que je faisais, par exemple, où j'arpentais un lieu. Je filmais en direct, en marchant, en découvrant sur le regard. Le regard que l'architecte, que vous avez, il est particulier. On regarde d'une certaine façon, on est attiré par certaines choses très particulières.
Voilà, et donc ces cours, ils étaient sur aussi la construction d'un regard. Et c'est cette construction, je pense, du regard qui va aider à faire le projet, à faire des choix, etc. Bon voilà, donc j'ai un rapport avec l'enseignement un peu fusionnel en fait, un peu. C'est une histoire aussi qui me nourrit, quoi. Et je cherche avec vous. Enfin. Moi, c'est ce que j'aime dans l'enseignement, c'est que je donne beaucoup, je donne tout ce que j'ai, mais je récolte plein de choses aussi. À chaque étudiant, il y a une façon de voir le monde, il y a une façon de l'appréhender, il y a une façon de proposer des choses pour le monde, et moi j'apprends beaucoup avec ces visions du monde différentes. C'est ce qui me plaît dans ce métier. Pour moi, ça a été un peu ma vie, ce jardin. C'est mon diplôme d'étudiante en architecture, et puis 10 ans quand même de travail régulier là, même si on faisait d'autres projets ailleurs, dans le nord de la France, etc., au pôle de musique par exemple. Voilà, mais on y est revenu tout le temps. C'est vraiment un ouvrage qu'on a reprisé, recousu, transformé, remis aux normes pendant plus d'une dizaine d'années, quoi. Donc voilà, ça compte. Et après, c'est des commandes extraordinaires, c'est des sortes de contes de fées, et ça, on en a bien conscience. C'est vrai qu'il y a aussi un peu une nostalgie de cette grande aventure, où tout s'est quand même assez bien passé. Et où là, la norme finit par me rattraper quand même, mais où là, je travaille plutôt avec des autoconstructeurs, des gens qui ne savent pas construire. Donc c'est vraiment l'opposé de ça. Là, on est dans le design des années 90, où tout est maîtrisé de A à Z. Et pour après être dans un travail avec des gens où tout est flou, tout est instable. Un lieu marquant, ça pourrait être la ligne 11 du métro parisien. Parce que c'est une ligne que j'ai beaucoup empruntée. Pendant une période de ma vie, j'ai habité dans le quartier de Châtelet, rue de Rivoli, dans une colocation. Et puis, le long de la ligne 11, j'ai travaillé dans plusieurs agences. Chez Pascal Quintard-Hofstein, chez Jean Nouvel, chez Olga. Et toutes ces agences sont sur la ligne 11. Donc pour moi, c'était vraiment le chemin du travail. Et je l'aime bien, cette ligne 11. Il y a une odeur particulière. Elle fait un bruit pas possible. Les wagons gigotent dans tous les sens. Voilà. J'ai une affection pour cette ligne 11. Donc en fait, l'idée derrière notre installation, c'était de ramener chacun de nous des éléments de chute, des chutes de matériaux qui étaient un peu la résultante de notre activité personnelle, professionnelle, de notre consommation, et qui, à travers la projection d'un imaginaire dessus, prenait en quelque sorte un autre sens. Et c'était en quelque sorte pour exprimer le travail de Catherine Ranoux et de Vincent Leroux par rapport à une idée de transformation du matériau à travers différentes temporalités. Donc voilà pour ces restitutions. Nous allons maintenant passer à une partie un peu plus
interactive, si je puis dire, avec des échanges. Alors, est-ce que vous avez des questions, ou est-ce que vous avez des commentaires ou des choses qui vous surprennent, qui vous interpellent, qui vous donnent envie de prendre la parole? Donc je vais peut-être donner la parole d'abord aux intervenants, et s'il y a des étudiants qui veulent ensuite ajouter des choses. La dame. C'est monsieur Non. Luc, tu es invité. Ah non, sinon je suis pas invité, je suis un intrus. Ah bah oui, l'huile. Non, C'est fou. Moi, je ne vais pas m'esquiver, hein, il faut bien commencer. Vous avez le micro-cravate. Ah oui, voilà. Je trouve que ça aurait été bien que ce soit un des invités, mais de toute façon, ils vont le faire. Ils sont un peu timides, ils sont intimidés, comme vous l'êtes vous aussi, dans certaines situations. Ou peut-être ils n'ont pas assez dormi, ou ils sont venus de trop loin. Moi, je trouve ça, je dis les choses comme je les pense, comme je les sens. Je trouve ça remarquable. Et je trouve ça magnifique, ce que vous faites là. C'est assez émouvant même, je dirais. C'est une forme différente de l'année dernière, la dernière séance. D'ailleurs, je ne vous ai pas proposé, si vous aviez le temps, une fois reposé, fraîchement rasé, et tutti quanti, comme moi, après les vacances ou pendant les vacances, vous pourriez voir la dernière séance de l'année dernière qui a été filmée intégralement. C'est totalement différent. Il faut dire que le protocole était aussi un peu différent. Ce qui a fait l'énorme différence cette année, c'est le fait qu'on a eu la chance d'avoir été totalement sabordé dans notre restitution vidéo l'année dernière. Donc j'ai passé des heures avec Jean-Pierre, quand il est arrivé dans le service, à essayer de raccommoder les bouts de ficelle. Des heures inutiles. On a essayé de fabriquer, de faire du remontage avec un son qui était catastrophique, alors que la qualité des intervenants était la même, voire supérieure, qui sait. Et de ce fait, finalement, j'aurais pu avoir l'idée plus vite, plus tôt, à vrai dire, mais je me suis dit pourquoi pas reproduire le même dispositif. Ce que je craignais simplement, d'ailleurs tout le monde a accepté, je remercie tous les invités à cet égard. Peut-être ça a créé des frustrations dans le domaine d'études parce qu'il y en a qui tapaient un peu à la porte, je dois le dire. Et ça m'a facilité beaucoup la vie, c'est-à-dire que l'énorme travail exagéré de préparation m'a été quand même en grande partie épargné, même si j'ai un peu réactualisé les choses. Et surtout, ça m'a permis d'envisager avec vous de façon vraiment collaborative, méfions-nous des mots, disons ensemble, on pourrait utiliser un mot simple, d'envisager un dispositif différent de restitution-digression. J'aime beaucoup ces mots-là, qui me semblent assez caractéristiques d'une forme différente de travail avec les étudiants. Restituer une part de ce qui a été dit, une part, et surtout digresser. Et d'ailleurs, dans l'IB d'aujourd'hui ou d'hier, ce terme de digression apparaît très fort. Ah oui, à propos de Weyergans, qui vient de disparaître, ce romancier. L'homme de la digression. Je n'ai pas lu l'article, mais j'ai vu ça et j'ai pensé à vous tout de suite. Voilà. Donc merci, moi je n'ai pas envie d'en dire plus pour l'instant, mais bravo et merci. Donc il y a, comme dirait M. Emmanuel Le Trio, le silence pédagogique à cet instant précis. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter s'il n'y a pas de... Si. Bon, alors commence. D'abord, merci pour le travail que vous avez fait. Moi, ce que je remarque quand je regarde vos présentations, c'est qu'il y a quand même une relation qui est à chaque fois un effort de se mettre dans la sensibilité de chacun d'entre nous, quoi. C'est-à-dire, je t'ai bien reconnu à travers tes réponses succinctes et avisées, effectivement. Vous avez fait l'effort de faire une petite installation plastique pour un plasticien. Je t'ai reconnu dans ta manière de parler très aisément, avec intelligence et perspicacité. Non, mais je trouve qu'il y a une sensibilité à chaque fois, comme ça, qui est présente. Il y a des choses en commun, en même temps, qu'on retrouve. Quand Vincent disait que l'architecture,
elle doit être démontable, pouvoir se déplacer, se ranger. C'est des choses qui m'intéressent à l'intérieur de mon propre travail. Peut-être juste par rapport à l'effort que vous avez fait d'installation sur mon travail, j'ai l'impression que vous avez rencontré la même difficulté que moi quand je travaille. C'est-à-dire quand on veut parler de matières comme la lumière ou l'eau, en fait, malheureusement, il faut trouver un cadre pour les rendre sensibles et les montrer. Et c'est vrai que c'est deux matières qui m'intéressent parce que c'est deux matières qui sont dans un rapport au temps, qui sont dans un rapport à l'immatérialité, à l'impermanence. Et ça, c'est des notions qui m'intéressent tout particulièrement. C'est assez étonnant que vous ayez mis de l'eau pour faire se refléter l'image de la chapelle sur le sol, puisque c'était pour moi, ce projet, la possibilité de ne pas utiliser d'eau, justement. Parce que le sol était tellement une surface vibrante et qui était totalement aquatique que du coup j'ai pu éviter ce rapport à l'eau et je trouvais directement dans l'espace en fait de cette chapelle, dans ces temporalités qui étaient déjà là, déjà présentes. Tu as bien noté que la qualité du sol n'est pas tout à fait la même ici à Paris-Val de Seine que celle de la chapelle de... Pas tout à fait, mais c'est pas très grave ça. C'est pas... Finalement, je ne suis pas architecte, mais je travaille beaucoup par rapport à des architectures. La différence, c'est que moi, je n'interviens pas dans les architectures vraiment. J'essaye juste de trouver à un moment un cadre à l'intérieur duquel ou à partir duquel le temps qui est déjà présent à l'intérieur de l'espace va pouvoir peut-être se déployer d'une manière ou d'une autre. Quoi dire d'autre On peut dire des choses sur oui, mais oui, franchement, parlez-vous aussi. Voilà, j'ai commencé. Moi, je voulais juste dire une chose qui me semble vraiment importante, c'est que, parce que moi j'ai ce micro-cravate, pareil, c'est que on voit arriver les étudiants à 8h30. Certes, ils ne viennent pas nécessairement de Strasbourg tous les jours, mais ils arrivent de je ne sais où, mais donc parfois pour eux ça représente, j'imagine, eux ou elle ou eux, 1 heure de transport, voire plus, parfois oui, Rouen, c'est ici, d'autres en... Et donc souvent, par ailleurs, l'état de charrette augmentant à la fin de l'année, etc., le stress, etc., on voit des traits tirés, quoi, des gens fatigués et tendus. Et quand un provocateur comme un plasticien, qui manifestement passe sa semaine avachie sur son canapé à réfléchir en faisant des ronds de fumée, leur parle du temps qu'ils doivent prendre à réfléchir, du temps qui s'écoule, de la lumière dans les lieux, etc. Je pense qu'il leur faut d'ailleurs un certain temps pour l'entendre et que ce que manifeste leur travail là, l'écoute qu'ils ont eue de ton travail et la manière dont ils en parlent, semble être assez remarquable. C'est quand même incroyable d'arriver à cela alors que tout les pousse à se presser. De ce point de vue, ça a bien marché, je pense. Le message que tu nous as fait passer. C'est une question... Enfin, le temps, c'est une question qui se pose dans l'école, là, de manière forte en ce moment. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais là, il y a des temporalités qui sont en train de se mettre en place et de s'imposer dans l'école, sur lesquelles vous allez devoir certainement agir et réagir, chacun d'entre vous. C'est étonnant parce que on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment ce qui revenait. Il y avait un étudiant qui était là, qui représentait apparemment les étudiants et qui disait le gros problème qu'on a, c'est le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas le temps de prendre le temps et ça, c'est une vraie difficulté pour nous à l'intérieur de ce rapport qu'on va avoir avec l'architecture. Et voilà, c'est vrai que c'est une vraie question, une vraie réflexion, enfin, certainement que vous avez à avoir. Ça revient un petit peu à cette question de l'enseignement, finalement. Je crois que ce qui revenait sur chacun d'entre nous ici, c'est ce rapport à l'enseignement. C'est-à-dire que pour tout, j'ai l'impression que c'est vraiment pas la question aujourd'hui enfin, pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais une question de connaissances qu'on a à vous transmettre. On sait bien aujourd'hui que, je ne sais pas combien, mais peut-être entre 40 et 60% des connaissances que vous avez
pouvez les acquérir à l'extérieur ou entre vous, sur les réseaux sociaux. Enfin, vous vous débrouillez très très bien avec ça. Donc peut-être il nous reste 20 ou 30% là pour nous. Donc qu'est-ce que c'est que cet autre temps que l'on a finalement et qu'on va devoir traduire à l'intérieur d'un enseignement aussi, et qui n'est pas de l'ordre de la connaissance, qui est de l'ordre d'un accompagnement en fait, pour que cette connaissance elle puisse faire sens aussi, c'est-à-dire qu'elle puisse être dans une situation de résonance, de correspondance. En fait, ce qui est difficile, comme dirait Hugues, c'est d'apprendre à apprendre, quoi. C'est-à-dire comment on fait finalement à partir d'une matière pour que cette matière va devenir active, pas simplement à l'intérieur de l'architecture, mais à l'intérieur de sa propre existence, quoi, de la façon dont on va régler pour soi-même ses propres temporalités aussi. Et donc cet accompagnement-là, je trouve qu'il est vraiment important et qu'il faut y penser. On n'est pas... Voilà. C'est marrant, il y a eu une commission il n'y a pas longtemps et sur les expositions de l'école dans laquelle je participe et avec Emmanuel, et on nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait comme conférence inaugurale pour le mois de septembre. Alors, quel architecte on va prendre? Et puis, moi, comme je suis plasticien, je ne suis pas architecte, donc j'ai posé la question un peu comme ça naïve en disant mais pourquoi un architecte? On pourrait très bien demander à quelqu'un d'autre, un philosophe, un anthropologue. Ça ne manque pas les gens qui, à l'intérieur d'un autre domaine que l'architecture, viennent parler finalement de l'architecture indirectement, comme ça. Et finalement, on est tous tombés d'accord pour inviter Jacques Rancière, et Jacques Rancière par rapport à un livre qui est Le Maître ignorant. Je trouve que dans l'école aujourd'hui, ce serait intéressant de pouvoir le faire venir pour qu'il nous parle de comment on transmet, comment on enseigne, et comment on peut aussi considérer que les étudiants ont la capacité d'enseigner, d'apprendre par eux-mêmes aussi. Je ne vais pas parler de ce livre-là, mais vous irez voir un peu Le Maître ignorant de Jacques Rancière. On a proposé ça. Je ne sais pas si ça va se faire, c'est un peu de la provocation, peut-être. Il y a une hypothèse B. Comment ? Il y a une hypothèse B. Il y a une autre hypothèse qui serait assez belle, et puis je vais arrêter et vous laisser le micro, là, qui est Emmanuel Ecochia aussi avec La vie des plantes, qui serait, je trouve, très belle invitation. Peut-être. Non. Mais tu sais, personne ne sera d'accord dans l'école avec Le Maître ignorant aussi, je pense. Donc ça va créer des débats, ce qui sera pas mal. Voilà. Moi, je pensais à une suggestion, ou à quelque chose que vous pourriez faire avec la matière que vous avez accumulée là, parce que il y a une image, une projection et un discours ou des propos, et l'exercice amusant que vous pourriez faire, c'est translater les images et les discours, les découpler et voir ce que ça donne en faisant d'autres assemblages. Parce que on disait qu'il y avait des propos qui se connectaient, et peut-être aussi des images qui se connectaient ou qui se télescopaient. Et par rapport à l'affaire qui était là, ça pourrait être assez amusant de faire cet exercice, de découper le discours et l'image et de le réassembler différemment. Jean-Luc Godard. Pour voir ce que vous en tirez. Jean-Luc Godard, quoi. Par exemple. Donc une année de plus. Peut-être. Vous avez vu ce dernier film vous pouvez le voir jusqu'à la fin du mois de juin. Oui, vous pouvez le voir jusqu'à la fin du mois de juin sur Arte encore. C'est intéressant parce que c'est un film qui a été créé sans filmage, uniquement avec des images existantes. Et qui s'appelle du montage. Et qui le livre d'images. Voilà. Une suggestion, ce que je trouve intéressant dans
le cours de M. Doutrillo, c'est que ça renvoie à la construction de ce fameux domaine d'études qu'on n'arrive pas trop à construire. Et ça en parle bien, enfin, dans toutes ces problématiques, ces incohérences, peut-être sa cohérence transversale qu'on n'arrive pas toujours à distinguer. Et une suggestion, je me disais que on a toujours du mal à trouver un coordonnateur pour le domaine d'études. Et je trouvais qu'on ne s'était jamais posé la question de savoir si ce n'était pas finalement des étudiants qui feraient très bien ce travail. Ce qu'ils font ici, là, d'ailleurs. Je m'attendais à mieux. Et je pense qu'on devrait inclure dans ce travail de coordination et domaine d'études des étudiants qui ont envie d'y participer. Génial. Et qui auraient sans doute sur la question de l'expérimentation des choses à dire. On leur donnerait un ECTS, pourquoi pas les fameux ECTS. Puis ça nous éviterait cette charge qu'on se refile comme une patate chaude les uns les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Victoria? Une candidate? Qui est candidat? Victoria, j'ai l'impression. Vous êtes candidate? Allez-y. Mais c'est... On pourrait rejoindre Laurent. Arnaud, peut-être? Non, je ne me lance pas sur ça pour l'instant. Alors, si nous avons fait le tour des intervenants, peut-être que les étudiants veulent dire un mot ou rajouter quelque chose. Il n'a pas parlé, lui. Mais bon, il peut après. Mais peut-être qu'il va parler après, quand les étudiants... Je serais curieux de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en fait, quand vous avez commencé à penser à cette restitution les uns et les autres, quoi. Prenez une victime, Arnaud. Je choisis la victime. Ouais. Ah, c'est méchant, ça. C'est une lourde responsabilité que... Alors, est-ce qu'il y a des difficultés quand vous avez réalisé vos travaux, quand vous avez fait des recherches, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être vous vient à l'esprit ou pas? Alors, je pense que globalement, on peut estimer qu'on n'a pas forcément rencontré de difficultés, mais plutôt que c'était un exercice qui s'est passé de façon assez agréable, et on a été plutôt accompagnés, encouragés à porter au bout de nos idées, et pas forcément... on n'a jamais rencontré en tout cas un mur dans nos volontés de proposer, de faire avancer le débat, le sujet, et au final tout ce travail d'organisation, ça a été un peu notre travail commun à tous. J'ai une question à n'importe qui veut y répondre parmi les intervenants. En fait, ce serait plutôt une question à Vincent Leroux qui n'est pas là du coup. Et à un moment, il parlait de composter l'architecture, et voilà, j'aimerais bien savoir... Composter? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut développer? Ouais. Moi, je n'ai pas... Mais moi, je ne peux pas y répondre, l'architecture et compostage. Mais en tout cas, s'il visionne ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, peut-être qu'il pourra y répondre un jour sur l'architecture et le compostage, et qu'est-ce qu'il entend par là, justement. Est-ce que quelqu'un peut y répondre aussi à sa place? Est-ce que quelqu'un pourrait y répondre à sa place, simplement? Parmi tout ce qui a été dit dans les restitutions là, que vous avez proposées, ça me semble être ce qu'il y a de plus contestable. Peut-être parce que je pense que l'architecture c'est pas un produit comme un autre et je suis pas du tout sûr que ça puisse être compostable, et si ça l'était, je m'interroge sur est-ce que l'architecte ne serait pas compostable aussi dans ce cas-là, qui a déjà quand même perdu énormément de son influence peut-être sur le cours des choses, sur la transformation du monde, et donc une architecture compostable, je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Je pense que malgré tout, alors moi ici dans ce domaine, et c'est ce qui est bien aussi dans ce domaine d'études, c'est que comme on l'a vu et comme vous l'avez bien restitué, il y a beaucoup de diversité, je trouve. Et
Et donc, moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qui s'y dit, ou voilà. Donc, pour moi, l'architecture, il y a quand même une notion de permanence qui est assez forte encore, hein, même si c'est un truc has-been. De la même manière qu'on pourrait dire que la question du temps dont parlait André, la question du temps dont parlait Emmanuel, du temps que vous n'avez pas pour faire vos études, moi je suis assez d'accord avec ça, avec ce constat, puisqu'on est dans un système où les études doivent être bouclées dans un délai qui est fixé, qui est relativement court à mon sens, et qui laisse pas la possibilité aux étudiants de choisir leur rythme, ce qui n'était pas le cas du temps des vieux qui sont là. Ce qui m'a par exemple permis à moi de faire mes études en 11 ans. Et je pense que c'est dommage qu'on ait perdu ça, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, mais donc voilà, pour mettre une autre épingle dans le domaine d'études, je pense qu'il faut peut-être rappeler la question de la recherche patiente. Voilà. Un peu, non ? Réponse, non ? C'est vrai qu'on avait un rapport plus d'élasticité avant dans les études d'architecture, du fait de pouvoir arrêter, de reprendre, de travailler en agence quelques années, et c'est un truc qui s'est perdu dans la volonté de rendre le cursus d'architecture internationale et du coup interchangeable dans d'autres pays, et de pouvoir... Et forcément, on y a perdu ça, effectivement. Et voilà. Je voulais juste répondre sur cette histoire du compostage. Je ne suis pas complètement d'accord avec ton désaccord, en fait. C'est-à-dire, ce que j'entends peut-être, mais je ne vais pas me faire l'interprète de Vincent Leroux, mais enfin, disons simplement pour le connaître assez bien, le gaillard, là, on sait tous ici maintenant que, par exemple, il aime bien travailler avec la terre. Bon. La question de la terre, évidemment, par définition, c'est quelque chose, compost ou pas compost. Poussière, tu n'es que poussière et tu redeviendras poussière, pour parler en termes bibliques. C'est-à-dire, venu de la terre, l'architecture retourne au sol, en fait. Ça, c'est quand même intéressant à penser, je trouve, aujourd'hui. Et qui permet d'introduire cette différence entre durable et soutenable, enfin, qui me semble être intéressante. Et à un autre niveau, on était tout récemment, le week-end dernier, dans ce déplacement polygonal au cœur de la forêt du Limousin, au plateau de Mille Vaches. Et on a réévoqué à cette occasion-là, en faisant un parallèle entre le travail du forestier en forêt et le travail, sinon de l'architecte, du moins d'un gars comme Jean-Yves Honnête et son équipe ici, et Dieu sait qu'ici il y a du boulot, on a inventé le qualificatif de mainteneur, ou mainteneuse si vous préférez. C'est-à-dire comment une architecture qui est donnée à un moment donné se transforme bien évidemment à travers le temps, l'usage, etc., les sollicitations des intempéries, du climat, mais l'importance de la question de la maintenance. Et sur cette question de la maintenance, derrière cela se pose la question de l'entretien. Enfin, avant cela, l'entretien, la maintenance, le recyclage éventuel, le réemploi et tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, plutôt le réemploi que le recyclage d'ailleurs. Donc, j'aime assez penser l'architecture sans faire d'analogie trop lourdingue, aussi quand même comme un métabolisme. Ça, je le pense vraiment. J'arrête là. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres prises de parole qui peuvent être faites? Une victime, on me demande une victime. C'est pas gentil, ça. Je pense qu'il faut quand même dire une chose sur ce cours de processus de conception, c'est que le processus de conception, il est à l'œuvre dans le cours, et c'est donc pas un cours, c'est donc une expérience de processus de conception, et je pense que c'est ça qui fait la qualité de cette expérience. Voilà. Donc en gros, ce serait quelque chose que nous créons en ce moment même et qui est totalement intuitive et non préparée. Non.
Non, préparé. Enfin, oui, non, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas préparé tout le discours, ni... Le processus de conception, il y a des trous dans un processus de conception par définition. Je pense que c'est ce que veut dire Dominique, et vous pressentez bien aussi. Oui, je le pressens bien. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Ils sont très timides, ou alors c'est peut-être un peu tôt. Sinon, ouais. Juste par rapport à ce cours, qu'est-ce que ça a modifié pour vous là maintenant, par rapport à votre perception de l'architecture, enfin de votre rapport à l'architecture? Est-ce que, je sais pas, ça vous a déplacé un peu, ça vous a... Il y a un étudiant. Personnellement, en tout cas, pour ce qui est du constat sur un cours, moi j'y penserai le semestre terminé, et là quand on aura terminé de A à Z, on réfléchira à tout ça. Du coup, je pense pas être en mesure pour l'instant de développer sur... mais en tout cas, c'est quelque chose pour l'instant qui se passe plutôt bien. Ouais. Enfin, on avance sur des choses, c'est cool. Ouais. Après, à voir dans quelles seront les conclusions à la fin, ouais, pas encore d'actualité. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Après, on peut transmettre le micro à qui a d'autres. Ouais, moi, pareil, je pourrais pas faire un constat direct de tout ce qu'on a retenu, mais s'il y avait quelque chose qui en ressortait là de manière assez instantanée, c'est ce rapport plus intime qu'on pourrait avoir avec chacun de vous. Enfin, encore plus avec Dominique, qu'on a vraiment rencontré, mais même vous tous, on a un peu ce sentiment de vous avoir rencontré, chose qu'on n'a pas eu forcément, on n'a pas eu l'occasion forcément avant le M1, et en l'occurrence avant ce type de cycle de conférences. Voilà. C'est vrai qu'au semestre dernier, en processus de conception, on était du coup avec Marc Dillet, et on avait chaque semaine des intervenants pareil, qui venaient nous présenter leur travail, et il n'y avait pas ce rapport un peu plus de la rencontre où on va un peu plus loin, on essaie de réfléchir, de repenser, de représenter, de produire aussi. Et du coup, on est un peu plus dans une recherche personnelle aussi sur des ressentis, et la qualité des manuels Doutrio dans ce cas-là, c'est d'accepter nos ressentis et de pas du tout les brimer, et d'aller jusqu'à les présenter aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre travail. Donc ça, pour le coup, c'est un point assez intéressant. Je pense que c'est le type de format aussi qui veut ça. Enfin, le semestre dernier, il y avait vraiment l'idée d'un cours presque, c'est-à-dire qu'il y avait un professeur qui s'adressait à toute une classe, tandis que là il y avait un peu l'esprit table ronde où on est tous, il y a aussi la distance finalement qui était réduite de table, tandis qu'avant il y avait un peu ça, le format, vous avez complètement raison d'insister sur la question du format. Quoi qu'on pense d'un bâtiment, que sais-je, quoi qu'on pense du mobilier qu'on a à disposition, et s'il y a un truc qui est complètement obsessionnel chez un pédagogue comme moi, c'est la question du rapport table-tableau, tout le temps. Didier Huberman, c'est-à-dire table-tableau. Parce que tableau, c'est l'idée de la projection, et table, c'est un lieu sur lequel on pose des choses. Sur une table, tout est labile, tout peut circuler en permanence, y compris les échanges. Au tableau, on affiche, on expose, etc., on projette, et ainsi de suite. Ce rapport-là est super fécond. Qui plus est, quand il y a quelqu'un comme Jean-Pierre Mendès, avec sa compétence et sa bienveillance qui est derrière le dispositif de tournage, ça rajoute une couche supplémentaire. Et je voulais ajouter une chose assez importante que vous avez dite un peu là, c'est qu'il y a eu un moment, en fait dans les séances, pour exposer les choses pour nos invités, mais ils le savent, mais c'est qu'il y a une séance A où on reçoit tel ou tel, et une séance B où on réfléchit à ce qui s'est passé, on prépare la suivante. Et au départ, je l'ai pris comme facilité parce que je ne me voyais pas arriver à travailler sur 8 ou je ne sais pas quoi intervenants, aller les voir, les trucs. Ça devenait complètement insurmontable. Et je me suis dit, tiens, Et puis finalement, ça s'est révélé être vraiment bien parce que ça permettait de manière assez tranquille, entre nous, d'essayer de discuter, réfléchir, etc. Dans cette relation un peu informelle que vous dites. Et qui plus est... Voilà que je perds le fil. Qui plus est, en fait, l'idée, c'est de demander, comme vous l'avez vu aujourd'hui, à des petits groupes de réfléchir plus particulièrement sur tel ou tel invité, si on peut dire. Alors, vous l'avez fait, et vous êtes allé parfois voir les gens sur leur lieu de travail ou chez eux, etc., ce qui est, je trouve, vachement intéressant, évidemment. Et puis, ça a donné ce qu'on a vu aujourd'hui.
Et à un moment, dans une séance, quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, mais par ici, là, mais aussi d'autres que cette quelqu'une, m'ont dit, mais quand même, il y a un truc qui pourrait être amélioré, c'est que vous parlez tout le temps, il y a un effet comme ça, aller-retour avec la personne invitée, et même si on a préparé des choses, on n'arrive pas bien à trouver notre place. Alors, réunion de crise la fois suivante, et j'ai dit, désormais, c'était avant la séance Ranou-Loro, si on peut dire, désormais, moi, je ne démarre pas, vous démarrez. Fort de ce travail-là, vous démarrez. Pas de problème, aucun problème, on fait ça. Et puis en fait, quand la séance est arrivée, j'ai attendu comme ça, silence pédagogique, et non. On attendait que je prenne le micro. Donc j'ai démarré comme d'habitude. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut un temps de latence, exactement ce dont vous parliez. Je m'en rends compte aussi, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que vous parlez en fait. Enfin, vous savez parler avant, mais aujourd'hui, ça tac, il y a un truc. C'est ce qui me semble. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Louise, principale visée. C'est vrai que dans les séances d'échange avec les intervenants, chaque groupe était chargé de préparer la séance en amont, etc. Et finalement, on a eu ce ressenti, quelque part, peut-être un petit peu de frustration en se disant, voilà, on a préparé la séance, on est allé rencontrer l'intervenant, on lui a posé des questions, on a cherché à mieux le connaître. Et finalement, quelle est notre place le jour de cette intervention ? Qui était vraiment un questionnement, pas nécessairement une remise en question du format. Mais je pense qu'en effet, à la fois ça demande une certaine digestion pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a su présenter des choses, mais que sur le moment c'est pas forcément évident. Et je pense que malgré tout, il y a aussi une habitude d'un cours dirigé par un enseignant frontal, et peut-être qu'on nous a appris à être passif aussi, quelque part. Non mais sincèrement. Et je pense que là, on est en 4e année, on a tous au moins une quinzaine d'années d'enseignement derrière nous, d'enseignement frontal, où c'est l'enseignant qui nous apportait des choses et on n'avait pas forcément notre mot à dire. Et c'est vrai que 15 ans plus tard, c'est pas forcément évident aussi de prendre la parole. On aimerait, mais comment le faire ? C'est la question. Pour répondre en partie à votre question, je vais vous recommander de regarder un film, alors un peu long, il dure 4 heures, il est très bien fait, en partie avec l'équipe du Frénois, je crois. C'est un film sur l'université de Berkeley, qui doit avoir 2 ans à peu près, et qui est une enquête sur l'université de Berkeley, donc une des grandes universités américaines. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Berkeley, l'université de Berkeley. C'est une des grandes universités américaines, et sa particularité parmi toutes les grandes universités prestigieuses, c'est une université publique. Et pas privé, donc avec des coûts d'inscription modérés, etc. Et tout le film, qui est une sorte de film de défense, est une sorte de film de crise au moment où l'État de Californie décide, comme partout, de couper une partie des subventions à l'université, et donc se pose la question pour les dirigeants de l'université de l'augmentation des frais d'inscription, sur quels critères, trouver des apports financiers, etc. Et ce film de 4 heures fait le point, on s'alterne entre des séances de conseil d'administration, sur des questions financières, des séances des conseils de sécurité de l'université. Comme toute université américaine, il y a une police. Qu'est-ce qu'on fait en tas de manifestations, de contestations, les rapports à la police fédérale, etc. Toutes sortes. Et puis des cours, des interventions de différents cours. Et plus toutes les activités qui sont liées au campus américain, le football, etc. Mais ces 4 heures de film sont extrêmement riches sur les formats pédagogiques, sur l'implication des étudiants américains qui, eux, sont habitués à autre chose que la frontalité, sur la discussion, le format de la séance, l'absence souvent de table pour être souvent dans une configuration comme ça où la parole tourne littéralement. Il y a des séquences très très marrantes sur un ancien ministre de Bill Clinton qui explique les questions de la communication politique et de la hiérarchie du savoir et comment éviter de se couper du monde. Enfin, il y a des choses tout à fait passionnantes et c'est un film très très riche sur les formats pédagogiques et ce qu'il en est aujourd'hui du rapport au monde dans une université. On devrait le passer à l'école en début d'année, non ? 4 heures de projection. C'est qui le réalisateur ? Je ne sais plus. C'est états-unien le film ? Oui, mais en partie avec le Frénois. Je ne sais plus quel est le montage. C'est en anglais ? C'est en anglais, oui. C'est en anglais.
Oui, j'abonde complètement dans ce que vient de dire Hugues. Moi, ce qui m'avait surpris quand j'ai eu des étudiants américains, c'est cette capacité qu'ils avaient tout de suite, spontanément, de parler, de s'exprimer, d'être présents, de parler du travail de l'autre. De s'adresser à l'enseignant comme à l'autre étudiant de la façon la plus spontanée possible. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui était dit était plus intelligent, c'est simplement que c'est libérateur même pour l'enseignant de se dire qu'on a un groupe actif avec des gens qui vont devenir des confrères, enfin des gens qui vont travailler également, et pas simplement des étudiants dont on a l'impression qu'ils souffrent, qui sont dans un état de souffrance, de ce silence dans lequel ils sont murés par des années effectivement d'éducation, d'une forme d'éducation qui les rend prisonniers de la parole de l'autorité. De dressage. Une forme de dressage. Et vraiment, chaque fois qu'il y a eu 2-3 étudiants américains dans le groupe, c'était extrêmement stimulant. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire toute une... je veux dire, le modéliser, mais ce que tu dis sur les dispositifs qui sont présents dans les universités américaines et qui est peut-être tenté dans une forme comme celle-ci, il faut vous en emparer et il faut peut-être vous-même être actif et déplacer à l'intérieur des groupes, notamment des groupes de projets dans lesquels vous allez être inséré l'année prochaine, déplacer ce rapport. Moi, je propose un truc, suite à ce que tu proposes, on va trouver... Je voudrais rajouter une chose. À titre d'exemple, j'ai rejoint il y a 2 minutes mon groupe d'étudiants de première année. Je leur ai proposé cette année, à la fin de chaque séance, de se réserver 3/4 d'heure pour un débat libre sur un sujet qu'ils apportaient, un sujet d'actualité, de la sorte de veille architecturale. La difficulté de mettre ça en place, quand on arrive à la fin de la séance en disant « mais de quoi voulez-vous parler aujourd'hui en matière d'architecture ? Des sans-abri, de la politique de contrôle des loyers, de je ne sais pas trop quoi, l'interdiction de l'automobile ». Il y a plein de sujets. Dans chaque journal, sur n'importe où, on trouve des sujets tous les jours. Il a fallu des semaines pour que ça se mette en place. Chaque fois, c'était le silence des étudiants. On ne sait pas trop. Puis timidement, il y a des choses qui sont arrivées. Il a fallu, je ne sais plus trop quoi, l'occasion peut-être de... les événements plus faciles, un tel prix était attribué, qu'est-ce qu'on en pense, des prix, etc. Mais cette prise de parole, il faut vous y entraîner. Et là, c'est vous. Même sans doute quand on ne vous la demande pas. Moi, je me suis révolté auprès de ces étudiants, ces mêmes étudiants de première année, les pauvres. Ils se sont fait engueuler par un prof de projet d'autre année, parce que je ne sais pas trop quoi, leur installation portes ouvertes n'était pas bien, ça faisait chier. Puis ils se sont laissés engueuler. Je leur ai dit, mais réagissez, vous ne laissez pas engueuler. Engueulez le prof, allez-y, vous avez le droit. C'est normal, on est là pour ça, c'est l'université, c'est le monde. Donc il faut réagir. Et cette prise de parole, même quand on ne vous la demande pas, surtout quand on ne vous la demande pas. Mais là, Louise veut le micro, en attendant. Faut le faire, oui, je sais bien compris. C'est intéressant et c'est justement ce sur quoi je voulais rebondir. On a la chance d'être avec des étudiants, des camarades natifs d'autres pays qui ont d'autres habitudes. Et justement, avec un de mes camarades colombiens qui a fait toutes ses études précédentes en Colombie, à chaque fois, il nous dit « mais je ne comprends pas, pourquoi vous ne dites pas les choses aux professeurs ?» Et il y a eu des sujets sur lesquels on n'était pas forcément d'accord avec notre enseignant de projet. Et finalement, nous, on courbait les chines et puis on se laissait, on ne disait rien. Et à chaque fois, Christiane nous disait mais je comprends pas. Moi en Colombie, nous on discute avec nos profs et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a d'autres habitudes ailleurs. Et je pense que en ce sens, il va réussir à nous emparer un petit peu plus de la parole. Et comme l'ont dit justement mes camarades avant aussi. Je pense que ce qui a fait la réussite du cours de processus de conception cette semaine, c'est qu'à aucun moment on a senti notre parole brimée ou jugée. C'est-à-dire que
à chaque fois qu'on prenait la parole ou quelle que soit notre proposition d'intervention, de film, etc., à aucun moment M. Doutréau nous a dit que ça n'allait pas ou qu'il aurait aimé plus ceci ou plus cela. Et donc je pense que ça nous a permis aussi de tisser une autre relation avec l'enseignant qui est complètement différente et qui ensuite... moi, dans mon cas, après on se voit régulièrement parce qu'on est aussi ensemble en séminaire, etc. Mais j'ai plus de facilité, j'ai l'impression, à lui faire part de difficultés en projet. Et je pense que c'est important aussi, comme vous le dites, de décaler le curseur et d'oser franchir une barrière et avoir d'autres types de relations de confiance avec les enseignants. Et c'est important je pense que c'est peut-être ça qui nous bloque aussi étudiants pour prendre la parole et s'investir davantage, c'est qu'il y a vraiment, peut-être qu'on se la met nous-mêmes, hein, mais il y a une limite avec l'enseignant qui nous empêche certaines choses. Je crois qu'il y a Christian qui veut dire quelques mots. C'est lui le Colombien. Bon, par rapport à les choses que Louis il a parlé, c'est vrai que chaque pays il y a sa méthode d'enseignement et chaque pays c'est complètement différent. Et c'est vrai aussi qu'ici il y a vraiment, je le vois dans son sens qu'il y a vraiment une barrière entre les professeurs et l'élève. Et parfois, je ne sais pas si c'est plutôt... Dans mon pays, on arrive à exprimer les choses, à dire comme on n'est pas d'accord sur ce type de choses, ou je ne suis pas d'accord que cette voie il est comme ça, ou même par rapport à la charge du travail que parfois on a. C'est-à-dire on est des étudiants, on a envie d'apprendre de l'architecture, mais parfois il y a des charges qui humainement ne sont pas possibles parce qu'à part de profiter de l'architecture, on doit profiter de la vie, on doit profiter de plusieurs choses. Et c'est ça que parfois on parle avec mes collègues des projets, les semestres derniers et ce semestre. Et c'est ça qui peut-être c'est un peu compliqué, que parfois les étudiants ils arrivent à s'exprimer au professeur, à dire comme écoutez, là je ne suis pas d'accord sur ce domaine, ce type de travail ou quelque chose. Et c'est vrai que ce semestre, ou même les semestres derniers, j'ai réussi à parler, j'ai confronté les professeurs de certaines façons, mais ce n'était pas irrespectueux, sinon c'était comme de parler face à face et dire les choses qui à la fin, c'est que tous nous, on pense comme élèves. Et voilà. Mais il y a une chose que j'ai trouvé intéressante dans cette course, et spécifiquement, c'est l'opportunité qu'il nous a donné Manuel Doutréau de faire ça, de parler entre nous, et vers lui aussi, et vers les intervenants. Et il y a autre chose, c'est par exemple quand on a eu ces moments-là qu'il disait comme bon, c'est vous qui préparez les cours. Et au moment avec lui, c'est Arnaud et Philippine, on s'est mis devant l'écran et on a commencé la Carmental que vous avez vue. On l'avait fait avec ensemble avec tous les cours. Avec chacun de mes collègues, ils ont parlé, ils ont dit voilà, ce mot-là et comment on a réussi à lier tout. En fait, c'est un travail en équipe. Et c'est ça que c'est l'architecture, c'est un travail en équipe. Au fond, ce n'est pas des individualités, sinon c'est toujours, il faut dépendre de l'autre pour avancer. Donc voilà, je pense ça. Il y a quelqu'un qui veut parler? Non? Et c'est vrai que j'y avais pas repensé, mais en parlant de ce fameux cours là où on a élaboré cette carte, nous on avait préparé quelque chose en amont, mais on avait envie de faire participer l'ensemble du groupe et honnêtement on savait pas du tout comment ça allait se passer parce qu'on s'était dit que personne allait parler et qu'on allait rester planté devant le tableau toute la matinée à attendre. C'est ce qui s'est passé au début. Et puis en fait finalement
chacun s'est emparé de la parole, chacun son tour, et ça a été... Moi, je me souviens que ça a été une matinée assez réussie et assez constructive. Et c'est vrai qu'il y a un temps de mise en route pour la prise de parole qui est pas forcément évident pour tous. Et du coup, pour parler toujours de la prise de parole et du coup de pourquoi est-ce qu'on arrive là à pas forcément s'exprimer, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation forcément entre la professionnalisation des études et le métier vers lequel on s'oriente, la répercussion d'un stage, le stage en agence, le fait de pas forcément avoir une écoute lorsqu'on s'exprime? Est-ce que c'est pas un ensemble de choses? Est-ce que ça remonte à plus loin, à l'éducation, un peu plus l'éducation à l'école, tout simplement, en école primaire? Le fait de peser ses mots, de faire attention, de ne pas dire de conneries, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas... À quel moment est-ce qu'on peut pointer du doigt un moment et peut-être réfléchir en arrière et repenser un peu tout ça? Monsieur le Président, si je peux dire un mot. On m'a donné ça pour être porte-voix des autres, mais en réalité, je me rends compte que c'est pour porter ma voix à moi. Donc, j'essaie de ne pas trop l'utiliser. Mais ce que disait Hugues à propos du film là, de 4 heures, là, moi, je propose un truc, c'est que je travaille avec les étudiants en 3e année, en projet, depuis des années, sur la question du learning. Donc, l'auto-apprentissage, etc. Comment on peut changer de mots pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue. L'année prochaine, il n'y a pas tellement de raisons qu'on ne continue pas sur cette trajectoire-là, avec toutes sortes de projets différents, etc. Je fais la proposition, si on arrive à le trouver, qu'on le projette en amphi, dans un petit amphi, ils ne sont pas confortables, à l'adresse des étudiants, mais aussi des autres étudiants de l'école, de tous ceux qui veulent venir. Ça pourrait donner lieu à un échange en début d'année qui serait super, non? De présenter ce cours-là? Non, le film dont parlait Hugues. Ah oui, okay. Le film sur Berkeley. Ah, de 4 heures. Ce serait pas mal, non? Ce serait l'occasion de parler justement de la question de ces questions-là. Ben, on fabrique les sous-titres d'ici là, non? Tu parles anglais fluidement, toi, non? Il y a... Anna Maria. Ouais. Jusqu'à l'année dernière, où j'enseignais encore, les 2 dernières années, on a travaillé dans le groupe de projet Génération numérique à partir de l'université de Vincennes. Et ça a été un débloqueur intéressant pour les étudiants. Peut-être que tu dises de quoi il s'agit, l'université de Vincennes. L'université de Vincennes, c'est une université qui a été relativement éphémère, qui a été créée en 68 par des enseignants qui revendiquaient une autre façon d'enseigner, justement, et qui ont fini par obtenir de l'État français la création d'une université, d'un lieu à Vincennes, qui était un lieu expérimental, dans lequel l'enseignement prenait de toute autre figure, était plutôt une sorte de forum. Et ça a duré un certain nombre d'années, environ 10 ans. Et ça a été ensuite démoli. C'était devenu l'université elle-même était un lieu où venaient des gens qui venaient de toutes sortes de milieux. Et ça a été très intéressant. Et ce qui était très intéressant dans le groupe de projet, c'est que le fait de voir, il y a un film qui a été réalisé. On l'a reçu ici même à l'école. Voilà. Vincennes, l'université disparue, il me semble. Voilà, ça a déclenché chez les étudiants quelque chose, une prise de conscience de ce qu'ils pouvaient attendre d'un lieu où ils n'étaient pas simplement récepteurs d'un enseignement, mais producteurs de quelque chose. Et ces 2 dernières années ont été particulièrement joyeuses, particulièrement fécondes, et pour nous, particulièrement excitantes, parce qu'on avait des étudiants qui, tout d'un coup, se trouvaient la possibilité de s'emparer de ce qu'ils étaient, avec le potentiel qui était le leur, et de pouvoir l'exprimer. Et ça a été vraiment très, 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 très bien. Une chose que tu dis pas, mais qui est quand même, je trouve, importante,
c'est que c'est une université dans laquelle les enseignants étaient quand même les intellectuels de l'époque, des années 60-70. C'était Gilles Deleuze, c'était François Châtelet, c'était Michel Foucault. Enfin, c'est quand même important, quoi, parce qu'on peut ouvrir une université. Et puis là, c'était quand même vraiment des enseignants. Il y avait des qui cours étaient de aussi. Il y avait des cours de maths en extérieur. Des cours de maths en extérieur. Enfin, ça semble rien ridicule. On était au bois de Vincennes, mais c'était. Même les maths étaient expérimentales dans leur format, en fait. Et il y avait également, c'était le début, je pense, excuse-moi, je pense que c'était le début aussi de l'entrée du cinéma. Il me semble qu'il y avait des cours de cinéma. Cinéma, oui, oui. Des cours de cinéma. Tout à fait, oui. L'entrée du cinéma à la fac. Je crois que c'est là que ça a commencé. Et il y avait véritablement un brassage sociologique, social, puisque des gens qui visiblement étaient venus là pour un peu par curiosité ou comme livreur. Oui, il y a cette histoire extraordinaire du livreur qui arrive du comme livreur ça. Qui rencontre une fille, oui, il drague au début, qui drague, et puis qui finit par s'inscrire à l'école, s'inscrire à la fac. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Et il devient un ponte. Hein, et il devient un des enseignants. Un intellectuel de référence. Donc, il y a cette espèce de conte de fées. Ça existe. De lieux très féconds, vraiment très féconds, parce que tout y était autorisé, jusqu'à ce que finalement, c'était tellement autorisé que ça a eu pas mal de débordements et que ça a été le prétexte de l'État de raser l'université. Mais ça a été et pour les étudiants comprendre cette affaire-là, je pense que ça a été parce que vraiment ces 2 années ont été superbes. Mais le film de Virginie Linhart, puisqu'on l'a reçu ici à l'école, il a été acheté par la bibliothèque, donc il est disponible. Sachez-le. Par la bibliothèque. Oui, et le père de Virginie Linhart était prof. Était un intellectuel très important, je ne me souviens plus de son prénom, et qui a une histoire tragique. En fait, c'était un intellectuel qui est allé à l'usine. Oui. Il a écrit un livre génial qui s'appelle L'Établi. Oui. L'établi, pas comme quelqu'un qui est établi, enfin il y a un jeu de mots, comme un bourgeois, mais qui va à l'établi pour... mais après, il y a un retour de bâton, c'est-à-dire que cette montée en puissance, c'est brusquement le post-68, etc. Ouais. Et il a fini très mal, puisqu'il s'est suicidé, en fait. Et donc, ensuite, elle a écrit un livre, elle-même, sur son père, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, à propos de l'histoire très douloureuse. Mais si vous avez l'occasion, effectivement, d'aller le chercher à la bibliothèque, c'est très rafraîchissant. Mais si on le coup du 4 heures on live. Avignon, le soulier de satin, c'était 10 heures, hein, non? Et après, est-ce qu'on n'a pas ce souci aussi à l'école, en école d'architecture, par le système? Donc là, je parle plutôt du projet, au final, le projet où finalement on est en rapport avec un enseignant, donc du coup c'est sa personnalité et sa façon de gérer son enseignement. Et quand on se confronte à quelqu'un qui est dans la posture inégale, où il peut vous faire perdre 6 mois de votre vie par un conflit, une situation où ça va très mal se passer, et du coup on peut le payer de notre temps finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une situation d'inégalité qui nous empêche un peu de prendre part à l'expression, d'aller dans toutes les directions qu'on a envie et de... Donc, il faut prendre des risques. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit où vous sentez que vous êtes brimé, il faut vous casser, il faut aller ailleurs, il faut aller voir un autre prof. Moi, j'ai une étudiante dont je connais bien la mère, la mère m'a téléphoné en me disant je t'envoie ma fille pour qu'elle discute avec toi, parce qu'elle était totalement, elle était arrivée en première année dans un groupe où elle avait le maître du savoir, et comme elle venait d'un milieu où on discute avec les parents, on discute avec les gens, avec les adultes, elle s'est pas sentie bien du tout. Je lui ai dit mais finis le semestre et va-t'en, va ailleurs, ne reste pas. Que vous perdiez 6 mois, un semestre, c'est quand même pas dramatique. Si vous voyez qu'effectivement c'est quelque chose qui se répète, choisissez mieux vos lieux d'enseignement et puis cassez-vous. Franchement, cassez-vous. Et si vous vous cassez à 4 ou 5, ou à 6 ou à 10, vous allez déstabiliser celui qui se prend pour le chef. Bah oui.
En tout état de cause, moi je me souviens toujours, j'avais cette formule récurrente d'un enseignant que j'ai fait le choix de choisir une année sur 2 pour mélanger un peu le parcours quand j'étais étudiant à Lille. C'était sa formule, on avait l'impression qu'il s'endormait, comme ça il avait un tic, il était un petit peu dégarni, mais il avait une barbe assez longue, pour ceux qui connaissent, une barbe assez longue et des cheveux assez longs aussi, ça. Il était là, ça, et puis il se réveillait comme ça en sursaut, mais en réalité il ne dormait pas. Et il disait, c'est intéressant. Et la première chose qu'il disait, chaque fois qu'on lui présentait quelque chose, c'était, c'est intéressant. Ça marque. C'est-à-dire, après, il pouvait dire, il y avait des mais. Très souvent, il y avait des mais ça commençait par c'est intéressant. Ça, je trouve ça quand même vraiment formidable. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la relation du patron, si on est en agence, ou du client, ou d'autres trucs. On est dans une relation pédagogique quand même, il faut l'assumer complètement. C'est-à-dire, on est là pour vous accompagner, pour vous faire en sorte que vous trouviez vous-même. Ça, c'est la base de la base, hein, semble-t-il. L'activité actuelle des pratiques et les mutations importantes des pratiques. Il y a une mutation importante des pratiques. C'est pas simplement parce qu'on a une loi qui vient de passer qui réduit une partie du champ d'activité de l'architecte. C'est aussi parce que dans une école d'architecture, il y a architecte dedans, mais il y a architecture. Donc la diversité des pratiques de l'architecte, et pas simplement de gens qui ont fait des études d'architecture, il faut que vous en ayez conscience et que vous vous prépariez par une élasticité de la pensée, un champ large et une élasticité de votre pensée, que vous appreniez à vous saisir de tout ce qui se produit autour de vous. Donc effectivement, aller dans différents endroits et vous faire votre opinion. Même en souffrant de temps en temps avec des gens. Non, mais totalement. Ce qu'elle dit sur l'élasticité, je trouve que c'est très important parce que c'est pas parce que vous cherchez à vous construire et à voir ce qui vous convient à terme qu'il faut tout de suite s'enfermer dans une petite sémence de dire voilà, vous arrivez en première année, vous commencez à voir ce que vous avez envie de faire et après, si vos enseignants vous amènent vers des pédagogies différentes, vous amènent vers des univers qui vous mettent des fois un peu mal à l'aise, qui vous obligent à travailler dans des choses dans lesquelles c'est pas votre penchant naturel, mais c'est tant mieux en fait. Enfin, ce qu'on essaye de créer, je parle au pluriel, mais il y a des approches pédagogiques très diverses. C'est pas seulement de vous laisser évoluer vous-même tel que vous êtes déjà, un germe, mais de vous faire voir des choses différentes, de vous plonger dans des problématiques qui ne sont pas celles que vous auriez pensées tout seul, parce que c'est là pour ça aussi qu'on est là. Et donc après, ça dépend des méthodes pédagogiques, c'est-à-dire il y a des enseignants qui peuvent vous imposer de travailler d'une certaine manière, ou des formats, ou de travailler des thèmes. Enfin. Alors, on avait évoqué en début de débat la question du temps qui passe, qui court, et le temps est passé, il court, et nous n'en avons plus maintenant. Donc merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui et d'avoir participé à ce cours. Je vais donner la parole à Emmanuel Doutrio pour un dernier mot. Ce sera un mot purement factuel et technique. Je me couvre moi-même la voix tout en augmentant le son de cet engin. Vous aurez reconnu la musique qui a accompagné la fin de nos enseignements, nos échanges cette année, qui était dictée par une occurrence qui était celle de la présence des anonymes dans la production de l'architecture, dans les propos de Catherine Ranou. Et ça m'avait semblé intéressant à un moment de convoquer le duo, le tandem de Daft Punk, puisque vous savez qu'ils sont casqués de casques de moto intégraux, qui plus est en verre fumé. Donc on ne sait pas qui ils sont. Et non, je voulais juste dire une chose, c'est que évidemment l'ensemble des cours va être versé, des échanges, va être versé en ligne, comme vous le savez, avec votre autorisation implicite. On ne va pas vous faire signer avec votre sang personnel sur le... Donc je pense que vous l'acceptez, je pense, et ainsi que nos invités. Et en fait, je précise à l'adresse de nos invités que le protocole cette année s'enrichit un peu, puisque l'idée c'est que les clips, plutôt les pastilles vidéo réalisées par les étudiants, 3-4 minutes, seront également en ligne, donc pourront fonctionner comme une sorte de prolégomène, un préambule, une mise en bouche. Peut-être qu'on ne regardera que les mises en bouche et après on laissera tomber tout le reste, ou l'inverse. C'est un peu l'idée.
Voilà, tout a été dit. Quand même une chose, un grand merci à toi parce que c'est très long, compliqué de mettre en place ce type d'enseignement et que c'est des invitations qui sont vraiment formidables pour nous parce que ça nous permet d'échanger, de nous rencontrer à partir du travail de chacun et que voilà. Merci beaucoup. C'est du plaisir aussi. Merci à vous. On s'applaudit tous.